Non, les marchés boursiers chinois ne vont pas souffrir de la démondialisation. C'est le point de vue assumé de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Juste un petit mot, parce que c'est un gros sujet. Effectivement, on parle de plus en plus de relocalisation de pans entiers d'industrie, de déglobalisation, de démondialisation. Et donc on se dit que la Chine va être impactée. Vous pensez que non? Mais juste d'abord, le marché chinois, boursier chinois, c'est un des meilleurs performeurs de cette année. C'est déjà une surprise en soi, non? Oui, effectivement, quand on regarde le centre de la pandémie au démarrage, ça a été la Chine. Et finalement aussi, la Chine, qui est réputée être très sensible aux échanges commerciaux, aurait dû être peut-être la première à souffrir compte tenu de la réduction des échanges commerciaux. En fait, non, mais là, je dirais tout simplement, parce que avec des mesures très drastiques de confinement, on l'a vu, la Chine a réussi à dompter cette pandémie. Et puis par ailleurs, eh bien, une fois qu'elle a pu réouvrir son économie, eh bien, on voit quand même qu'il y a eu une reprise de l'activité plutôt satisfaisante, probablement 75 à 80% dans le secteur industriel, un petit peu moins dans le secteur des services, mais dans l'ensemble, on peut dire que ça repart, c'est une sorte de reprise en V qui pourrait être soutenue plus tard eh bien, par les importants moyens que possède la Chine en termes de financement à travers sa banque centrale, à travers eh bien, une économie qui est plutôt exportatrice. Donc, voilà. Et un marché boursier chinois, encore une fois, qui surperforme l'Europe, ouais. les États-Unis, indubitablement, indiscutablement? Oui, tout à fait. Bon, là, le marché chinois est très loin, est très loin devant. Oui, l'activité reprend. Donc, le coût porté, je dirais, à l'activité chinoise sont moins forts que dans les pays développés. Et c'est la raison pour laquelle on a un marché aujourd'hui qui est meilleur et qui, pour nous, d'ailleurs, devrait probablement continuer à surperformer. Malgré justement, Frédéric, malgré cette déglobalisation, cette démondialisation, dont certains disent que la Chine serait peut-être une des principales victimes parce qu'il faudrait revoir les chaînes d'approvisionnement, relocaliser certains pans de l'industrie pour avoir une espèce de souveraineté industrielle dans certains secteurs comme la santé ou autres. Et certains se disent, ben voilà, la Chine va en pâtir. Ce n'est pas votre sentiment? Alors, non, parce que d'une part, regardons un petit peu l'histoire, la guerre commerciale, au fond, à la volonté... Ah, on vous a perdu. On vous a perdu, pardon. La guerre commerciale, ne bougez plus. Pardon. Je ne bouge pas, vous m'entendez? Oui, c'est bon là. Donc la guerre commerciale, vous disiez? Pardonnez-moi. La guerre commerciale donc, a commencé en janvier 2018 et au fond, elle a connu une trêve à la fin de l'année 2019. Et on a le sentiment quand même que cette guerre commerciale, au fond, n'a pas coûté très cher à la Chine et même peut-être lui a déjà profité. On le voit bien dès le départ, augmentation des taxes sur les machines à laver, très très forte. Dans l'idée de punir les Chinois, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois que les taxes sont augmentées, c'est le consommateur américain qui va payer ces machines à laver plus cher. Donc là-dessus, je dirais même pas mal. Et en revanche, eh bien, la Chine décide d'importer une grande partie de ses produits agricoles depuis le Brésil plutôt que depuis les États-Unis. Et là, il y a certaines personnes qui ont voté Trump qui commencent à en souffrir. Donc au fond, une bataille plutôt équilibrée qui à la fin mène à une trêve. Et au global, eh bien, une économie américaine qui aura plutôt ralenti pendant cette guerre commerciale, alors que la Chine aura plutôt tenu le choc. Donc, dans l'ensemble, on voit bien qu'une guerre commerciale, c'est pas facile à gagner. Oui, mais ça va au-delà des États-Unis. Frédéric, au-delà des États-Unis, aujourd'hui, on entend ce discours-là de beaucoup de pays qui veulent rapatrier pour ne plus être dépendants de la Chine sur des secteurs considérés comme stratégiques, notamment la santé, mais pas seulement. Oui, alors c'est ce qu'on voit, mais est-ce que ça va être plus facile pour l'Europe que pour les États-Unis? C'est pas sûr. Puisqu'on regarde surtout, c'est qu'au fond, les produits dont on parle aujourd'hui, c'est des produits, par exemple les masques, les respirateurs, et on voit bien que c'est très douloureux aujourd'hui de ne pas être indépendant sur des produits qui peuvent soudainement devenir des produits de sécurité ou même des produits de première nécessité. Mais tout ça, ce sont des produits quand même à plutôt faible valeur ajoutée. Quand on regarde la Chine, elle a très clairement remonté la chaîne de valeur. Ça n'est plus un assembleur. En 2004, par exemple, la Chine, elle importait et puis elle réexportait après assemblage. C'était 30% de ses exportations. Aujourd'hui, ce type de mécanique, d'assemblage, c'est seulement 13%. Pendant ce temps-là, on a des sociétés comme TSMC, donc qui est un fabricant taïwanais de semi-conducteurs, qui est tellement sophistiqué, qui fait des produits qui sont tellement irremplaçables
que dans son dernier call de résultats, conférence call de résultats, il a dit qu'il allait conserver, malgré la crise, l'entièreté des 14 milliards de recherche et développement et d'investissement qu'il avait décidé de faire pour 2020. Ces produits sont tellement sophistiqués que, bon, allez, on peut penser qu'on peut produire des masques, ça va nous coûter cher. On peut penser qu'on va produire des respirateurs ou même des machines à laver, ça va nous coûter plus cher. Mais des produits comme TSMC, c'est pas demain qu'on va y arriver. Donc attention quand même, la Chine a des produits aujourd'hui qui ne sont pas forcément aisément remplaçables par l'Europe ou par les États-Unis. Europe, États-Unis, il reste à parler de l'Asie. Comment ça se passe dans la relation entre les pays asiatiques et la Chine? Tout ça est très imbriqué. Alors en plus, on a le sentiment, nous, de plus en plus, au fond, que la Chine, immense pays, et l'Asie sont en train de devenir une région, je dirais, proprement autonome, qui a de moins en moins besoin de nous et qui pourrait se développer, continuer à se développer, je dirais, avec un petit peu moins de relations avec nous. Les relations commerciales à l'intérieur de l'Asie, c'était à peu près 28% il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est à peu près 50%. Donc on voit bien qu'on a une augmentation du commerce intra-zone. Et puis même, quand on regarde les valeurs qu'on a en Chine aujourd'hui, ça va être Tencent, par exemple. Bon, voilà, Tencent vend ses jeux, le Mahjong, Game of Peace, etc., à des utilisateurs chinois en grande partie. Et puis il va développer du paiement électronique pour des utilisateurs chinois. Et Alibaba développe, ce que développe Amazon aujourd'hui, quand même en grande partie en Chine. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'autonomie. Et puis même si on prend le reste de l'Asie, l'Inde par exemple, l'Inde va exporter énormément de services informatiques et que cette exportation va probablement même augmenter. On voit bien qu'il y a des sociétés européennes et des sociétés américaines qui vont avoir besoin de réduire leurs coûts. Une bonne façon de réduire leurs coûts, c'est d'outsourcer le service informatique. Et là-dessus, l'Inde est particulièrement bien placée. Je regardais juste un chiffre pour illustrer, pas trop. L'Inde a réussi à former, c'était en 2017, 2,5 millions d'ingénieurs ou équivalents, donc techniques, ingénieurs, mathématiques, etc. Voilà. Les États-Unis, 600 000. La Chine, 4,7 millions. Donc vous voyez qu'on est à peu près Chine plus Inde à plus de 7 millions d'ingénieurs formés ou équivalents. Aux États-Unis, on est à 600 000. Donc on voit bien quand même que voilà, il y a une avancée technologique qui est en train d'être faite et que voilà. Avancée ou rattrapage? Les deux. Avancée ou rattrapage? Il y a aujourd'hui une très très forte. Alors c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire c'est vraiment la question. Regardez Baidu par exemple ou Google, donc deux leaders de l'intelligence artificielle. Bon, bien aujourd'hui, lequel est en avance sur l'autre, c'est en train de devenir difficile à dire. Alors la Chine produit plus aujourd'hui de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle, en nombre de papiers publiés sur des magazines vraiment de renom, quoi, des reconnus. En revanche, on dit encore aujourd'hui que les États-Unis produisent encore une recherche qui est quand même un petit peu plus sophistiquée, un petit peu plus en avance, mais que la marge quand même commence à se réduire fortement. Donc, en avance au rattrapage, je pense que c'est le moment, ces années-là, entre 2018 et 2022, où la question se pose, mais on voit bien que l'Inde avance quand même plus vite en général que l'Ouest. Donc la Chine, pardon, avance plus vite que l'Ouest. Ouais. Donc votre idée, votre conviction, c'est que les indices boursiers chinois, la Chine et surtout les indices boursiers chinois, ne souffriront pas de cette déglobalisation qui devrait s'accélérer post-Covid? Les valeurs à faible valeur ajoutée, qui font des masques, etc., elles ont disparu des indices. Aujourd'hui, les indices chinois, c'est en grande partie des sociétés à forte valeur ajoutée. Donc il y a encore quelques valeurs un petit peu en retard, mais pour quelqu'un qui choisit en plus ces valeurs qui sont plutôt en avance, qui sont plutôt innovantes, nous on pense qu'effectivement ces portefeuilles-là vont très très bien résister contre la déglobalisation. Et on a même certaines valeurs qui vont bénéficier très directement. Aujourd'hui, Huawei, par exemple, ne peut pas importer certains produits américains. Il y a des producteurs asiatiques et des producteurs chinois qui sont en train de remplacer ces produits. Et donc, au fond, ça va créer une opportunité de croissance supplémentaire pour le continent asiatique. Voilà, c'était le point de vue signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci beaucoup Frédéric, bonne journée. Merci. Bye.